Bonjour à tous. Vous m'entendez bien, tout va bien. Et donc, comme introduit, nous avons le plaisir de vous présenter donc, le consortium qui a été retenu dans l'axe anticipation. La transition est toute trouvée, je trouve, avec le film. J'ai retenu un verbatim dans le film. Il faut trouver le bon moment. Alors, je trouve la transition toute juste parce que je vous présente donc le nom que nous avons retenu pour ce consortium, qui est un nom issu du grec, Kairos, qui nous a semblé vraiment opportun pour guider nos travaux dans ce consortium anticipation, puisqu'il signifie justement le bon moment, le moment opportun, et par opposition à Chronos, ce moment de temps qu'on peut mesurer, et qui est donc défini. Et on est là donc à l'articulation entre la confrontation de l'anticipation et l'évitement de l'anticipation. Et nous allons, dans ce consortium, nous avoir comme ambition de penser l'anticipation en situation palliative et de fin de vie. Et nous pouvons relever cet enjeu et que par la richesse d'une pluridisciplinarité. Donc je vais laisser le docteur Sourça présenter l'équipe du consortium. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. Bonjour à toutes et à tous et merci infiniment pour cet accueil dans cette très belle institution. Alors effectivement, comme l'a très bien introduit mon cher collègue, dans les contextes de soins palliatifs et de fin de vie, cette anticipation elle ne peut être réduite ni à la prédiction pronostique, ni à la simple planification des soins. Et ces situations sont donc traversées par de multiples vulnérabilités dont les interactions produisent des trajectoires de soins complexes et difficilement prévisibles. Et appréhender ces dynamiques implique donc de concevoir l'anticipation comme une capacité collective à agir de manière ajustée dans l'incertitude. Et cette compréhension ne peut donc émerger qu'à travers une approche pluridisciplinaire. Et c'est donc en réunissant des chercheurs issus de différentes disciplines que le consortium Kairos vise à croiser des cadres théoriques, des méthodes et des expertises diverses afin de dépasser des approches fragmentées de l'anticipation et de proposer une lecture intégrée des enjeux de la prise en charge palliative et de la fin de vie. Donc ce consortium Kairos est donc composé du docteur Mathieu Frasca, ici présent à la chaire, docteur en santé publique et médecin. Le docteur Marie Bourgoin, donc médecin aux soins du département des soins de support de l'Oncopole de Toulouse, le professeur Bettina Couder, qui est donc spécialiste en éthique et en bioéthique, ainsi que donc Madame Rosane Lebéré, qui est docteur en philosophie et maître de conférence à l'Université catholique de Lille, Madame Francesca Mininel, qui est docteur en anthropologie et chercheur à l'Université d'Aix-Marseille. Et enfin, donc, le docteur Fabien Vizade, qui est donc médecin et maître de conférence universitaire en gériatrie. Alors, c'est la deuxième diapositive. Nous allons partir d'un constat. Effectivement, donc, lorsqu'une maladie devient grave, les trajectoires de soins deviennent rarement linéaires. Elles sont souvent marquées par une instabilité progressive où s'entremêlent des vulnérabilités multiples. Médicales, certes, bien évidemment, mais aussi sociales, organisationnelles ou encore juridiques. Dans ce contexte, l'anticipation intervient fréquemment, trop tard. Elle est le plus souvent déclenchée dans l'urgence au moment d'une crise, lorsque les marges de manœuvre sont déjà réduites. Cette situation crée donc un décalage. Les niveaux de soins proposés ne sont pas toujours alignés avec la complexité réelle des situations vécues par les patients et leurs proches. Les décisions doivent donc alors être prises souvent sous tension, à l'intersection de plusieurs enjeux, à savoir le respect des droits des patients, les contraintes du système de santé, les incertitudes médicales et, ne les oublions pas, les responsabilités juridiques qui pèsent à la fois sur les professionnels du soin, mais également sur les institutions. Et je cède la parole à mon collègue pour les enjeux. Issu de ces constats, l'ambition du consortium est de déplacer le regard, de passer d'une anticipation essentiellement pour l'instant faite sur le pronostic à une anticipation basée sur la détection de moments de vulnérabilité croissante dans les trajectoires et les parcours de soins. Et avec l'hypothèse que cette anticipation, basée sur la complexité multidimensionnelle des situations, permette une adaptation des niveaux de soins plus précoces et en tout cas plus adaptés, plus appropriés aux situations.
En effet, donc l'ambition, c'est le troisième point de la diapositive, l'ambition de ce travail est précisément donc de mieux comprendre et de mieux accompagner ces trajectoires. Pour cela, il s'appuie sur une approche qui relie plusieurs dimensions, l'analyse populationnelle des parcours de soins, l'observation des pratiques cliniques, la réflexion éthique, les cadres juridiques qui structurent la décision et enfin les apports possibles de l'innovation numérique. On vous parlera de tout cela dans quelques instants. Et c'est donc à l'articulation de ces différents niveaux que se situe la réflexion que nous vous proposons. Alors, ce projet s'organise donc autour de 3 work packages complémentaires qui correspondent aux 3 dimensions nécessaires pour développer l'anticipation. Le premier, donc présent sur la diapositive, porte sur la gouvernance, la participation et l'éthique, afin de structurer le cadre normatif et d'intégrer bien évidemment les approches juridiques et participatives. Le second work package vise la compréhension en produisant des connaissances sur les déterminants et les contextes de l'anticipation à partir d'approches qualitatives et épidémiologiques. Et enfin, le troisième est consacré à l'intervention et à l'innovation, avec l'objectif de concevoir, de tester et de déployer des dispositifs d'anticipation, qu'ils soient cliniques, éducatifs ou encore numériques. Je vais vous présenter désormais le tout premier work package. Alors, ce premier work package, je le disais il y a quelques instants, porte sur la gouvernance, la participation et le cadre éthique de l'anticipation. Il comprend donc 2 projets complémentaires. D'une part, la mise en place d'un Living Lab de l'anticipation, notamment piloté donc par Madame Rosen Le Béret, philosophe, fondé sur une démarche de co-construction associant patients, proches et professionnels. Et d'autre part, une analyse cette fois-ci juridique, pilotée par mes soins, en ma qualité de maître de conférence en droit public à l'université de Toulouse-Capitole, et donc visant à mieux comprendre et clarifier le cadre légal de l'anticipation en soins palliatifs. L'objectif étant de proposer les fondations participatives et normatives du projet. On peut passer la 5e. Voilà, donc je vais revenir un petit peu plus en détail sur ces différents projets. Donc, tout d'abord, le projet Living Lab, porté par Madame Rosen Le Béret, philosophe. Donc, l'objectif de ce travail est de mettre en place une démarche de co-construction territorialisée autour de l'anticipation dans les situations de grande vulnérabilité. Pour cela, donc, nous avons associé différents acteurs concernés par ces trajectoires, des patients en fin de vie ou résidents d'EHPAD, des aidants, y compris des aidants endeuillés, ainsi que des professionnels de santé et de l'accompagnement, médecins, infirmiers, aides-soignants ou encore psychologues. La démarche s'appuie sur plusieurs territoires et institutions, notamment dans le Nord, le Sud-Est et l'Aquitaine, en mobilisant des établissements de santé, des EHPAD, des dispositifs d'appui à la coordination, des réseaux gériatriques, des maisons des aidants et des associations. Au niveau méthodologique, le projet repose sur des ateliers participatifs croisant réflexion éthique et approche de design afin de co-construire des outils d'anticipation à partir de l'expérience vécue par les patients, les proches et les professionnels. Analysons maintenant la phase juridique. Alors ici même, la problématique que j'ai souhaité développer tient au fait que le cadre juridique de la fin de vie est à la fois très dense et en évolution. Il y a eu en effet donc de nombreuses lois depuis 1999 et des réformes encore en discussion, on le sait tous, au Parlement, dans le cadre toujours de la navette parlementaire évoquée tout à l'heure par Monsieur Régis Aubry. Cela génère des tensions importantes dans la pratique entre respect de l'autonomie des patients, proportionnalité des soins, collégialité des décisions et responsabilité des professionnels. Et dans ce contexte, une insécurité juridique persiste, avec des inégalités d'accès aux soins depuis longtemps dénoncées. L'objectif est donc de proposer un cadre juridique opérationnel de l'anticipation, à la fois effectif pour les patients et sécurisant pour les professionnels face notamment au risque contentieux qui est de plus en plus important. Pour cela, donc, nous combinons une analyse normative dynamique du droit avec une enquête empirique auprès des soignants, des juristes, des décideurs, afin de produire des recommandations
et, nous l'espérons, donc un vade-mecum juridique. L'enjeu est donc triple à ce niveau, clarifier les situations d'anticipation, sécuriser les pratiques professionnelles et faciliter l'intégration de ces dispositifs dans les outils numériques. Cela sera évoqué par mon collègue M. Frasca dans quelques instants. Concernant le Work Package 2, donc deuxième aspect de notre projet, sur l'aspect donc compréhension. Donc ce deuxième Work Package est consacré à la compréhension des déterminants de l'anticipation. Il comprend 2 projets complémentaires. Le premier qui analyse donc les pratiques et représentations professionnelles autour des consultations d'Advanced Care Planning, notamment dans les parcours oncologiques et neurologiques. Et le second, donc le projet Atlas, qui vise à développer un indicateur populationnel de la vulnérabilité afin d'identifier à l'échelle de la population les tournants où l'anticipation devient particulièrement pertinente dans les trajectoires de maladies graves. Alors concernant tout d'abord l'analyse pratique d'ACP, l'objectif de ce travail est d'analyser les représentations et les pratiques professionnelles autour des consultations d'Advanced Care Planning dans les parcours de patients atteints de pathologies oncologiques ou neurologiques. L'analyse repose sur 2 volets qualitatifs complémentaires. Le premier s'intéresse à ce qui se joue en amont des consultations, en analysant la manière dont les médecins s'approprient l'ACP, leur représentation, mais aussi les barrières psychologiques, relationnelles ou organisationnelles qui peuvent donc en limiter l'usage. Le second volet observe la consultation ACP en situation afin donc de comprendre les dynamiques qu'elle produit, la manière dont les professionnels et les patients abordent la fin de vie et comment les décisions se construisent dans l'interaction. Alors ces 2 projets sont portés donc pour le premier sous-work package donc par le professeur Bettina Couder et le deuxième sous-work package par le docteur Mininel. L'enjeu est donc d'identifier les conditions d'appropriation de l'ACP, de comprendre les transformations des pratiques qu'elle induit et d'en tirer des recommandations pour la formation et l'implémentation. Et je cède désormais la parole au docteur Frasca pour la suite de notre développement. Alors, je reprends la parole pour vous introduire le deuxième projet de ce Work Package, donc dédié à la compréhension des mécanismes et aux déterminants et aux éléments qui nous permettent de comprendre où et quand faire de l'anticipation. L'idée de cet indicateur, qui est un indicateur, vous allez voir, populationnel, c'est de partir d'une problématique. Il y a une certaine circularité à penser que l'on peut anticiper quelque chose à partir du moment où on détecte l'objet qu'elle doit anticiper, c'est-à-dire la fin de vie. La plupart des recherches sur l'anticipation actuellement se font à partir de la détection de la fin de vie, du pronostic et du risque de mortalité. Il n'y a pas d'indicateur indépendant de cela, au niveau populationnel en tout cas, et qui détecterait notamment des périodes de vulnérabilité croissante. Et tout l'enjeu de ce projet est de développer un indicateur populationnel basé sur des trajectoires de vulnérabilité. Pour cela, concrètement, nous ferons 2 cohortes, une cohorte de patients avec cancer et une cohorte de personnes âgées polypathologiques. Et nous irions, chez ces 2 cohortes, réaliser un mapping des variables multidimensionnelles qui nous permettrait de construire cet indicateur. Ce sera notamment ce travail-là de préparation qui serait réalisé dans le cadre du PRI pour après passer à des démarches de modélisation de trajectoire et de validation de cet indicateur dans des phases ultérieures du projet. Évidemment, un tel indicateur permettrait déjà d'identifier les inégalités d'accès aux soins au bon moment des patients afin d'optimiser l'offre de soins territoriale, notamment pour les régulateurs du système de santé. Et au sein même du consortium, cet indicateur permettrait d'être une référence au niveau populationnel pour interpréter et comprendre les résultats que nous allons obtenir dans les tests des interventions que nous allons réaliser en pratique clinique. Alors, vous avez vu qu'avec le Work Package 1, on essaye de savoir comment travailler sur l'anticipation avec la démarche de Living Lab, avec l'analyse juridique. Dans le Work Package 2, nous allons essayer de comprendre les mécanismes et les déterminants de cette anticipation. Et désormais, j'introduis ce Work Package 3, qui est donc dédié à l'intervention. Nous sommes donc interrogés sur comment opérationnaliser cette anticipation dans la pratique clinique. Et nous avons identifié 3 leviers. La pratique clinique, déjà,
la formation des professionnels, évidemment, et les outils d'aide à la décision. Et c'est ainsi que nous avons pensé à 3 modèles, finalement, à développer dans ce cadre de consortium. Un modèle d'intervention clinique de l'anticipation qui serait gradué sur la complexité, cherchant à adapter le niveau d'intervention à la complexité des situations. Un modèle plus pédagogique, avec des modalités de formation complémentaires qui permettraient d'une part d'améliorer l'expertise individuelle des soignants, mais également de transformer les pratiques à l'échelle collective d'une équipe. Et enfin, un modèle digital d'aide à l'anticipation et notamment à l'identification précoce des besoins et qui permettrait une recommandation graduée d'intervention. Alors, concernant le premier dispositif clinique, il s'agit donc de développer une intervention pour adapter le niveau d'intervention palliative aux besoins réels des patients, en l'occurrence ici atteints de patients de cancer évolutif. Et il serait donc construit sur la base de 2 niveaux d'intervention selon la complexité. Un premier niveau correspondant à la mise en place d'une consultation d'anticipation, d'Advanced Care Planning, qui serait portée dans le cadre du projet Horizon porté par le docteur Mininel, et qui destinait cette consultation à des patients qui n'auraient pas d'indication immédiate de soins palliatifs spécialisés et qui viserait à évaluer l'expression des valeurs, la préférence des soins. Et un deuxième niveau d'intervention serait la mise en place d'une consultation oncopalliative spécialisée dans le cadre du projet Aspire porté par le docteur Bourgoin, cette fois destinée à des patients qui ont des critères de complexité clinique ou psychosociale notamment. Ces deux interventions, niveaux d'intervention, seraient évalués avec des approches méthodologiques complémentaires. La consultation d'anticipation fera l'objet d'une évaluation avec une cohorte contrôle historique et s'intéressera à la transformation des pratiques professionnelles et des représentations par cette consultation et ainsi également à l'impact sur l'autonomie décisionnelle des patients. Quant à la consultation oncopalliative spécialisée, elle fera l'objet d'une étude prospective multicentrique avec contrôle externe et donc intégrera des critères de jugement à la fois quantitatifs sur, par exemple, la durée d'hospitalisation, la charge émotionnelle des oncologues, mais également des dimensions qualitatives, notamment le bénéfice pour les patients et les proches. Alors ce modèle clinique, il cherche à montrer une chose, c'est que l'anticipation, au bon moment, permettrait d'adapter plus précocement le niveau de soins à la complexité, notamment. Je laisse ma collègue présenter le modèle pédagogique. Merci beaucoup Mathieu. Donc, le modèle pédagogique est la deuxième composante de ce 3e Work Package. Donc, l'objectif est de développer et d'évaluer un modèle pédagogique destiné à renforcer les compétences des professionnels dans la conduite des démarches d'anticipation et d'Advanced Care Planning. Donc, 2 stratégies complémentaires sont proposées au sein de cette partie-là. Donc, tout d'abord, un premier sous-Work Package consacré à une formation in situ. C'est le projet PADAM, porté par le docteur Fabien Vizade, qui donc reposerait sur une formation courte des équipes au sein des établissements, une co-construction d'une procédure locale de plan de soins anticipés et un accompagnement à la mise en œuvre. Un deuxième donc sous-work package cette fois-ci sera consacré à une formation cette fois-ci externalisée et spécialisée, portée donc par le professeur Bettina Couder et moi-même. Donc il s'agit là d'organiser 4 sessions annuelles avec un enseignement en droit et en éthique, des simulations de discussions anticipées et une formation de référents formateurs. L'ensemble vise donc à structurer, à diffuser et à pérenniser les compétences nécessaires à l'intégration des démarches d'anticipation dans les pratiques cliniques. Concernant l'évaluation de ce modèle pédagogique de formation à l'anticipation, elle porte donc sur 2 modalités pédagogiques, là encore tout à fait complémentaires. Donc, concernant la formation in situ portée par le projet PADAM du docteur Fabien Vizade, elle sera donc menée dans 6 EHPAD randomisés en cluster. Le critère principal est la formalisation d'un plan de soins anticipé. Quant aux critères secondaires, ils incluent le respect des directives anticipées, le lieu de décès ainsi qu'une analyse qualitative des freins et des leviers à la mise en œuvre.
Concernant cette fois-ci donc le projet, enfin le sous-work package numéro 2, donc c'est-à-dire la formation, cette fois-ci, je répète, externalisée, spécialisée, portée par le professeur Bettina Couder et moi-même, eh bien celle-ci donc est destinée aux médecins et aux soignants prenant en charge des patients atteints de maladies graves. L'évaluation porte sur l'auto-efficacité et les compétences des professionnels, ainsi que sur l'expérience des patients lors des discussions anticipées. En ce qui concerne l'impact de ce projet, il s'agit donc de favoriser une transformation organisationnelle in situ et structurer une expertise clinique territoriale durable. Et je cède désormais la parole à Mathieu Frasca. Vous savez pas trop ping-pong. Désolé, hein, on fait la navette parlementaire. Voilà. Ça représente bien le système français. Non. Le troisième dispositif, vous l'avez compris, de ce work package, c'est donc un modèle digital, je le disais, d'aide à l'anticipation, qui sera donc porté dans le cadre du projet Unconnect Care que je porterai, qu'il s'agit à développer un écosystème soutenu par de l'intelligence artificielle pour identifier précocement des besoins, mais multidimensionnels, et adapter le niveau de soins. Ce système se reposera sur 3 grands axes. Un premier qui est un système d'intelligence artificielle pour détecter ces besoins multidimensionnels, et donc ça veut dire aussi une collection de données multidimensionnelles. Une logique graduée d'escalade dans les recommandations entre l'ACP puis peut-être le recours spécialisé, voilà, qu'il faudra co-construire, et une intégration des préférences des patients également, qui devra être elle aussi collectée. Une première phase de ce projet serait dans le cadre du PRI en termes de consolidation scientifique pour coller à tout ce que nous développons actuellement comme axe dans ce consortium, réglementaire et technique également, pour passer à une phase ultérieure principale, je dirais, de validation multicentrique et d'essais pragmatique randomisé. C'est une validation donc mixte, hybride, efficacité, implémentation, incluant une analyse coût-efficacité et une vigilance particulière sur les biais et les enjeux d'équité. Alors, l'idée, c'est là aussi de passer d'une anticipation un peu intuitive à une anticipation plus structurée, fondée sur des données, et on l'espère aussi plus équitable. Et donc vous avez vu, les work packages que nous proposons ne sont pas que des propositions de données supplémentaires, mais bien d'actes concrets pour opérationnaliser cette anticipation. Et donc la question se pose de quel va être l'impact de cette opérationnalisation, notamment pour les patients, avec, nous l'espérons, une meilleure concordance entre les préférences exprimées et les soins effectivement reçus, une réduction des situations de crise tout au long du parcours et pas simplement une compréhension de cela à la fin ou au moment où elles surviennent, et un renforcement de l'autonomie décisionnelle. Pour les professionnels, notamment avec tout ce que nous avons développé sur les analyses juridiques et autres éthiques, il s'agit d'un cadre plus sécurisé pour la décision anticipée, une réduction des tensions au moment notamment de ces décisions-là, et organisationnelles également, et des outils, nous l'espérons, plus partagés, notamment d'évaluation de la complexité en situation palliative et de fin de vie. Et enfin, pour les institutions et les décideurs, cet éclairage, nous l'espérons, pourra orienter la régulation publique sur une offre territoriale pour cet accès aux soins au bon moment. Alors, tous ces impacts se posent vraiment la question de la transférabilité qui est centrale. Tous les modèles que nous développons, que nous proposons de développer dans ce consortium sont conçus pour être adaptables à d'autres pathologies chroniques et à d'autres cadres réglementaires et nationaux. Et cette logique de transférabilité amène tout simplement à se poser la question de la mise à l'échelle et de la diffusion de ce programme que nous proposons. Pour comprendre quels sont les atouts en termes de diffusion, il faut revenir sur 3 points. D'abord, le positionnement scientifique, qui est de développer un modèle fondé sur la complexité, qui a une certaine originalité, mais qui a une grande importance, et puis qui intègre des dimensions à la fois cliniques, juridiques, éthiques et organisationnelles. C'est une vraie richesse. L'autre point, c'est, dans cette montée en échelle, c'est que nous avons cette phase de consolidation possible dans le cadre du PRI, de validation multicentrique de modèles que nous proposons, cliniques et organisationnels, qui vont pouvoir être intégrés également au modèle numérique, et nous l'espérons un déploiement européen qui est visé avec ce modèle. Et justement, les planètes sont peut-être un peu alignées pour cela, puisqu'il y a un certain alignement de ces priorités nationales avec les stratégies européennes, notamment dans le cadre de la mission cancer récemment, mais également dans le cadre de la transformation des parcours de soins complexes et des gouvernements éthiques et d'IA.
Donc vous l'avez compris, l'ambition du consortium, au-delà de la phase PRI, c'est d'avoir la construction d'un modèle européen d'anticipation des situations palliatives, transférable à d'autres pathologies, adaptable à d'autres systèmes de santé, passer d'une anticipation relativement intuitive et tardive actuellement, à une anticipation finalement basée sur la complexité, et nous l'espérons donc plus précoce, et également sur données de la science. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Je vais tricher, je vais en poser deux. Est-ce que l'un de vous, donc je suis Béatrice Frécon, directrice de la cellule régionale de soins palliatifs d'Île-de-France, est-ce que l'un de vous fait partie du groupe de travail HAS actuel sur le plan personnalisé d'accompagnement? Première question. Deuxième question, vous avez parlé de formation, droit, éthique. Est-ce qu'il y a aussi dans le projet une dimension communication, voilà, l'anticipation? On sait que c'est pas que le repérage, c'est aussi la formation au mot pour le dire. Est-ce que c'est prévu? Alors, je n'ai pas la chance de faire partie de ce groupe de travail, mais effectivement, les deux se rejoignent beaucoup. La communication, alors, elle est effectivement pas détaillée là, mais elle fait partie effectivement je dirais, de l'ADN du PRI et de plateforme et dans laquelle nous baignons au quotidien. Je pense que tous ces travaux-là ont vocation effectivement à diffuser également en termes d'information. Alors, elle n'est pas effectivement complètement détaillée dans la présentation d'aujourd'hui, mais elle est fortement pensée au sein du consortium, effectivement.